Camarades, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de l'Union des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, de vous remercier de votre participation à ce débat et de saluer la présence du secrétaire général de la Fédération CGT du commerce et des services, Amar Laga. Au regard des enjeux dans la grande distribution, mais encore de l'utilisation de la crise sanitaire par ces grands groupes, il nous a semblé intéressant d'aborder cette discussion autour d'un débat portant notamment sur des contenus revendicatifs et donner des perspectives concrètes de progrès social. Avant de rentrer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter le déroulé. Ce débat se déroulera autour de 4 interventions sur différentes thématiques, notamment autour des enjeux de la grande distribution. Les débats vous seront ouverts à plusieurs reprises afin de compléter les interventions, en y intégrant aussi les questions posées sur les réseaux de Facebook, dont sa diffusion est en direct. Sans plus attendre, je vais passer la parole pour l'Union départementale à Marc Pietrosino pour l'introduction au débat, qui sera suivi de l'intervention du secrétaire général de la Fédération du commerce et des services, Amar Laga. Le secteur français de la grande distribution est l'un des plus compétitifs d'Europe. Selon la FCD, Fédération du commerce et de la distribution, il regroupe plus de 30 000 points de vente et emploie 650 000 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 200 milliards d'euros. 6 grands groupes se partagent environ 85% du marché de la grande distribution. Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Les Mousquetaires et Système U. La grande distribution est portée par des groupes capitalistes où chacun d'entre eux a développé une forme d'organisation du travail grâce à de puissantes centrales d'achat, des réseaux logistiques à son service et des magasins formatés pour le profit. Pour y parvenir, ils ont bénéficié des largesses des gouvernements successifs pour obtenir une législation faite sur mesure pour eux. Par exemple, l'adoption de certaines règles d'hygiène leur ont permis d'éliminer la concurrence et d'avoir une quasi-exclusivité sur certains marchés. Cette législation, pensée par eux et faite pour eux, leur a aussi permis d'amasser des sommes considérables avec la standardisation des magasins, des produits, et a aussi généré du profit et éliminé les petits commerçants de proximité, ainsi que les concurrents les plus faibles. Alors qu'il y a quelques mois encore, les salariés du commerce, de la logistique et du transport étaient dénigrés par la classe dominante, le confinement a mis en lumière leur utilité pour le pays. Au péril de leur santé physique et mentale, les travailleurs de cette filière ont permis d'assurer au plus grand nombre la possibilité de se nourrir et d'avoir accès à des biens matériels essentiels. Chacun a pu constater le savoir-faire des salariés de toute une chaîne de production, des bases logistiques au magasin, en caisse comme au drive. Bien trop souvent, les travailleurs ont exercé leur activité sans que les mesures de protection soient respectées par les employeurs. Des décès auraient pu ainsi être évités. Le gouvernement Macron et le patronat porteront à jamais la marque de cette infamie. Le patronat de la branche poursuit sa stratégie, faire toujours plus de profit. Cela se traduit par l'augmentation des amplitudes horaires et des jours d'ouverture, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par l'augmentation des cadences et de la polyvalence bouche-trou, par le développement du tout automatique et la montée d'auto-entrepreneurs sous-payés, par la vente de magasins, par la mise en location-gérance, par l'externalisation, par la réduction des mètres carrés, par la sous-traitance, par le travail à la tâche, par la chasse au temps mort, par la pression sur les fournisseurs et par les prix élevés pour les ménages. Pour autant, lors du premier confinement, le Premier ministre n'a eu de cesse de rappeler sa nécessité pour assurer la continuité de la vie de la nation. Nous devons sortir du monopole financier néfaste organisé par ces grands groupes. Comme pour l'hôpital, ces objectifs patronaux sont antagoniques avec ceux d'un service de qualité, organisé par des travailleurs au savoir-faire professionnel reconnu et répondant aux besoins du plus grand nombre. Pour la CGT des Bouches-du-Rhône, nous devons créer les conditions d'un vrai service public de la distribution. Son objectif premier doit être de permettre l'accès à tous à une nourriture de qualité. Cela suppose de planifier un maillage du territoire et que tous les travailleurs de la filière puissent avoir accès à un travail digne. Ceci étant dit, il nous faut réfléchir au contenu que nous entendons mettre dans ce projet progressiste, celui de la réappropriation collective de la grande distribution, mais aussi sur le plan des droits nouveaux que nous revendiquons pour les salariés. Avant de fixer des objectifs,
Quelques rappels sont nécessaires en ce qui concerne ce moyen essentiel, la réappropriation collective. Il s'agit de rompre avec la logique capitaliste du profit pour assurer la satisfaction des revendications et la réponse aux besoins sociaux. De conférer aux sciences et aux techniques un rôle nouveau dans la prise en compte des besoins individuels et collectifs, sociaux et culturels. De transformer les rapports sociaux à l'entreprise en mettant en cause radicalement la domination patronale dans l'entreprise, tant sur le plan des rapports humains, des choix technologiques que des objectifs commerciaux. Il s'agit là de moyens indispensables et indissociables, seuls capables d'atteindre les objectifs que nous pourrons nous fixer et qui font de cette réappropriation une nécessité accessible à tous, le moyen de maîtriser les nouvelles technologies, la modernisation au bénéfice de toute la société, le moyen essentiel permettant d'assurer à la nation et aux travailleurs la disposition des leviers économiques, les soutirer ainsi à l'arbitraire d'une minorité de profiteurs. Soit la mise en œuvre d'un projet fondé sur la satisfaction des besoins ayant des effets sur l'ensemble des secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, la logistique, le transport. Il s'agirait de ne plus moduler les effets de la crise comme le fait notre gouvernement et le patronat, mais de s'attaquer résolument aux causes et d'y trouver une issue. Loin d'être mythique, utopique et contraire aux nécessités, comme tente de le faire croire le patronat, elle doit être considérée comme un moyen indispensable, faute duquel aucun changement n'est possible. Nous devons travailler sur les besoins à satisfaire et les besoins existants ou à créer. Une telle démarche implique donc que soient mises en place des méthodes permettant aux travailleurs et à leurs représentants de participer à tous les niveaux de l'élaboration du plan, à sa mise en œuvre et à son contrôle. La méthode exposée correspond à un développement logique, seulement il y a un hic. C'est que la logique est conditionnée par des objectifs. C'est cela qui est essentiel. Par exemple, la logique du capitalisme est celle du profit. La nôtre est celle de la satisfaction des besoins, la démocratisation et l'appropriation de l'entreprise sur des bases collectives. Ce qui signifie que c'est en termes de lutte qu'il faut envisager la question des réappropriations collectives. C'est bien en termes de lutte qu'il faut présenter ou prendre la chose afin de créer les rapports de force nécessaires pour faire avancer vers la socialisation des moyens de production et d'échange. Camarades, après cette courte introduction, je vais passer le micro à Amar. Merci pour ces deux interventions. Merci à l'Union départementale du Rhône. Merci aux camarades du commerce de nous avoir permis d'organiser cette initiative. Et j'espère qu'elle en appellera d'autres. Effectivement, aujourd'hui, on est sur un sujet d'actualité, la grande distribution. Pour beaucoup de camarades, si on parle de la grande distribution, on va parler de 3 grands magasins qui sont connus aujourd'hui en France, c'est Carrefour, Auchan et Casino. Mais derrière la grande distribution, il y a énormément d'autres entreprises, surtout des entreprises de logistique, qui font aussi partie de la grande distribution. Et je pense, dans notre débat, il faut qu'on parle de tout cela. Moi, je partage l'intervention du camarade. Il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que la grande distribution dans notre pays et qu'est-ce qu'elle est devenue depuis ces dernières années? Tout le monde le sait, ce secteur-là a été toujours un laboratoire d'expérience pour le capitalisme. Depuis que ça existait, moi je me rappelle à l'époque j'étais petit, pour certains se rappellera des grands magasins Mammouth. À l'époque, c'était très grandos, on disait que c'était l'avenir, voilà, il y avait même des sketchs pour contre les caissières. Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, ces grands groupes sont adaptés à un mode de consommation qui va à l'encontre d'un choix sociétal. On voit ce qui s'est passé avec la transformation, en sachant que ces grands groupes, ils se réunissent tous dans ce qu'on appelle, nous, dans le syndicat du patronat de la FCD. Ils sont concurrents à l'extérieur, mais ils sont tous unis au niveau de la branche. Ils appliquent les mêmes méthodes au niveau de la branche pour que le ruissellement, ce qu'ils appellent un ruissellement, au détriment des travailleurs, aille de partout. Une stratégie, si je prends chez Carrefour, dites-vous que dans la semaine d'après ou dans les mois d'après, c'est Casino qui va appliquer la même méthode. Mais ce ne sera pas le même nom, mais la même méthode de licencier et de détruire des travailleurs. Nous, on le sait, depuis des années, on alerte sur la question quel outil réellement pour la population. Et la crise sanitaire nous l'a démontré récemment. On a vu que les salariés de la grande distribution étaient utiles. Étaient utiles, pas juste pour scanner des produits, mais utiles à la société. Rappelez-vous, c'était le débat. Et je pense aussi, à travers vous, on va leur rendre hommage à tous celles et ceux qui nous ont quittés pendant cette période. Je pense à des camarades qui sont à la CGT, dont la déléguée syndicale Isha et d'autres délégués syndicaux de la prévention sécurité, qui ont été frappés par cette épidémie, malheureusement, qui nous ont quittés parce qu'ils n'ont pas été protégés. Et ces grands groupes ont fait le choix
on fait le choix de la rentabilité et pas de protéger les salariés. Il y a toujours une procédure, vous le savez, contre Carrefour. Nous avons porté plainte contre Carrefour concernant le décès de la camarade Aïcha, mais il y en aura d'autres, concernant la prévention sécurité. À nous de réfléchir, et je pense que ce débat doit nous permettre de réfléchir de quel service aujourd'hui on a besoin dans ce pays sur l'alimentation en général. Du lien, tu l'as dit, avec ce qu'on appelle les agricultures, de la proximité jusqu'au consommateur. Il faut qu'on porte ce débat. Le hasard des choses, le patron de Carrefour hier était sur BFM, ou voilà, dans une chaîne, je ne fais pas de la pub à cette chaîne, mais on a tendance, les médias ont tendance à inviter des patrons. Moi, je rêverais de travailler pour leur boîte. Honnêtement, quand j'entends ces patrons, je rêverais de travailler dans ces boîtes. On a des grands patrons qui annoncent des grands discours, qui sont à l'inverse d'une réalité. Je prends Beauparc qui annonçait que les salariés de Carrefour étaient payés plus de 15% par rapport aux autres, qu'ils avaient des avantages. Voilà, moi, autant que salarié du commerce, je rêverais de travailler. Et vous prenez la même situation, vous prenez Édouard Leclerc une semaine précédemment, annonce pareil que les salariés de Leclerc ont presque, voire un 15e, un 16e mois, ce qui est entièrement faux, tout le monde le sait, surtout pour les travailleurs de la grande distribution. Moi, je pense qu'il faut se poser la question sur la réappropriation de la grande distribution. On a vu il n'y a pas très longtemps, c'était le ministre de l'économie qui était monté au créneau, et on est d'accord pour une fois qu'on sera d'accord avec ce gouvernement, qui avait parlé effectivement que quand Carrefour devait être vendu, racheté par le Canadien, j'ai oublié son prénom, comment ? Voilà, Couche-Tard, un tollé du gouvernement en disant non, il faut défendre notre outil, voilà. Bingo, on leur dit ok, faisons-le, à condition que nous travaillons sereinement sur un projet. Je pense qu'on aura peut-être quelques chiffres qui ont été donnés à ces grands groupes, avec des milliers de licenciements. Il faut savoir que ces grands groupes ont décidé de détruire, mais après les camarades de Casino pourront le dire mieux que moi, avec des caisses automatiques. Aujourd'hui, ça devient un peu la mode, les caisses automatiques. On généralise les caisses automatiques. Pour certains, c'est un peu moderne, mais je rappelle qu'une caisse automatique détruit des centaines d'emplois et ne cotise pas à notre protection sociale. Et tout est lié avec la grande distribution. C'est pour ça que cette question doit être portée par tout le monde. On a quelques victoires, mais on reviendra après sur les victoires. Si je prends les caisses automatiques aujourd'hui, ce que décident ces grands groupes, on a Casino qui est un des premiers à se lancer dans cette bataille avec des magasins sans salariés. On sait que le patronat a décidé d'accélérer cette transformation sociale, et ça c'est un danger, parce que cela veut dire demain des milliers de salariés qui vont se retrouver au chômage, mais par contre, des grandes surfaces qui vont ouvrir avec 100 salariés. Je parle sur le contrôle de camarades, une caisse automatique ramène par jour 8 000 euros net dans les poches de l'actionnaire. C'est-à-dire 8 000 euros sans aucune charge. On est loin de ce qu'on défend, nous, sur la protection sociale, les cotisations sociales. Voilà, je pense que cette question doit être posée. À quoi sert cet argent-là? Au détriment de qui? Et comment on peut retravailler ensemble cette question? Et moi, j'espère que cette initiative nous permettra de réfléchir. Ça fait partie aussi de l'orientation qui est portée par le prochain congrès dans la fédération sur la grande distribution. Comment on retravaille la question, voire nationaliser la grande distribution. Il ne faut plus avoir peur des mots. Cette question doit être posée très clairement aujourd'hui. On a un gouvernement qui donne des milliards et des milliards à ces grands groupes qui détruisent des emplois. Je pense qu'il y a un moment qu'on leur demande des comptes. Et ce type d'initiative devra nous permettre de réfléchir ensemble. Donc, camarades, à ce moment du débat, avant de passer aux interventions des camarades de Casino et de Carrefour, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ah ouais. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus de qu'est-ce que vous entendez par la réappropriation collective? Vraiment la signification pour que ça soit plus clair. Et dans le cadre de cette réappropriation, pour gagner, quelles sont les actions à faire afin d'y aboutir? Peut-être commencer à répondre à la... Oui, moi je voulais savoir si vous avez des exemples au niveau national
où les travailleurs du commerce ont réussi à faire annuler des projets patronaux et ils ont pu gagner de nouveaux droits par la lutte. Bon, je vais tenter de répondre à la première question en essayant d'être clair. Bon, la réappropriation de la grande distribution, en quelques mots, bon, c'est quoi? C'est d'essayer de créer un système qui serait plus uniquement basé sur la rentabilité à outrance et sur le profit. C'est créer un système qui, avant tout, serait basé sur la satisfaction des besoins de la population et des travailleurs. Et dans ce système, il n'y aurait pas un acteur de la chaîne qui serait au-dessus de l'autre et qui écraserait l'autre. En même temps, dans ce système-là, ça nous permettrait d'avoir des réflexions et de mettre en pratique ces réflexions sur l'usage des nouvelles technologies pour enfin que les nouvelles technologies soient au service des travailleurs et non pas seulement au service du capital et qu'elles éliminent l'emploi. Alors, sur la deuxième question qui était pour gagner cette réappropriation, quelles sont les actions à faire? Eh bien, ma camarade, j'aime bien te répondre que c'est la lutte. Et c'est bien uniquement par la lutte qu'on doit envisager la question de la réappropriation collective. Alors pour ça, bien évidemment, il faut en premier qu'on reprenne sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut aller chercher, il s'agit de quoi quand on parle de réappropriation collective. Alors, comme on le disait dans le rapport introductif, c'est bien, dans un premier temps, d'en finir avec la logique du capital et du profit. Dans un deuxième temps, d'assurer la satisfaction des revendications, d'assurer la réponse aux besoins sociaux et de mettre en cause la domination patronale, tout en gagnant une alimentation de qualité pour tous et pour tous. Voilà ce qu'on doit aller chercher. Et c'est bien par la lutte, en travaillant les cohérences et les convergences revendicatives, mais pas que dans nos boîtes. Donc il va falloir aller débattre du projet, qui est un projet en fait porteur de progrès social. Souvent, dans les entreprises, on doit faire face aux coûts portés par le patronat, auxquels on y répond par la lutte en s'organisant. Mais là, on doit aller plus loin. On doit s'unir, on doit travailler les cohérences, convergences revendicatives au travers de nos entreprises, de nos secteurs, au niveau national, pour essayer de gagner ce projet, qui est un projet en fait qu'on pourrait porter avec l'ensemble des travailleurs pour imposer le progrès social. Donc ce n'est pas un projet patronal, et c'est un projet qu'on doit imposer et qu'on doit gagner. On peut partir tranquille, l'argent, il existe, et les besoins, il y en a. Les richesses, c'est nous qu'on les produit. Donc notre projet, c'est à nous d'aller en débattre, de le soumettre, de le faire connaître au plus grand nombre, de faire monter le rapport de force et d'aller le chercher, d'aller le gagner. Si tu permets, Virginie, je vais répondre à la question, la troisième question sur les nouveaux droits et qu'est-ce qu'on a gagné un peu au niveau national. Déjà, première chose, il faut se féliciter, je pense que pour moi c'est une victoire, c'est l'audience de la CGT dans ces entreprises. Depuis quelques années, la CGT progresse et c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose, il y a une progression, il y a encore de la marge, mais il faut se féliciter, c'est que les salariés ils font confiance à la CGT, c'est-à-dire c'est déjà une première victoire, on récupère un peu ce qu'on a perdu il y a quelques temps, parce que, vous le savez peut-être mieux que moi, dans ces secteurs-là, vous avez déjà des organisations syndicales qui sont installées par le patronat, c'est très compliqué, je pense que les camarades le savent très bien, vous partez avec un handicap, vous avez tous les managers qui sont contre vous, et voilà, et c'est pour ça que c'est un peu... et là, aujourd'hui, il y a une progression, et je pense que c'est la première victoire. Concernant après les droits et quelques victoires, il y a plusieurs exemples, après moi je vais aller plus dans la logistique, je pense aux camarades de base Intermarché, qui ont obtenu des victoires sur la réorganisation de leur outil de travail. Je rappelle que Intermarché est, sauf erreur de ma part, au 3e, 4e plan social, toujours les mêmes raisons, mais les camarades ont travaillé ont travaillé profondément, ils ont décidé de se battre, de ne plus discuter d'un PSE, d'extra-légal, ils ont décidé de parler de l'emploi, c'est-à-dire on parle de l'emploi, ce qui leur a permis de sauver des centaines, voire des centaines d'emplois et garder leur outil de travail avec une transformation, effectivement, avec tout ce qui est
robotisation, mais par contre, les camarades ont maintenu l'emploi avec, voilà. Et ça, je pense, c'est une victoire, parce qu'on a tendance à oublier, il y a des camarades qui luttent, il y a des victoires qu'on ne met pas souvent en lumière, mais je pense que c'est une très, très bonne chose. Virginie l'a rappelé, si on a des travailleurs qui luttent, on peut faire bouger les choses, à condition qu'on soit tous convaincus que la lutte paye. Si on n'est pas convaincu que la lutte paye, on part avec un handicap. Et aujourd'hui, le patronat de ces grands secteurs, je le disais tout à l'heure, eux, ils sont organisés au niveau de la branche. Et croyez-moi qu'ils s'entendent très, 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 très bien. Très, très, très bien. C'est pour ça que tout est lié. Ce qu'ils disaient Marc et Virginie sur la deuxième question, sur la réappropriation de la grande distribution, ça devient, pour ma part, alors, pour moi, c'est même un sujet sociétal. Ça va de l'agriculture, de ce qu'on fait manger à nos enfants dans les cantines, ça va reprendre aussi nos cantines dans le service public. Tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça que Virginie a dit, on doit porter un projet collectif, débattre, de pousser la question que chacun reste dans son côté. Parce que ce qui se passe chez Casino, c'est la même réflexion qu'auront les camarades de Carrefour. Ce qui se passe chez Auchan sera la même situation qui va se passer dans d'autres enseignes. Eux, leur objectif, c'est de tirer encore les travailler dans la précarité pour se faire plus de l'argent. Oui, il y a des victoires, elles existent, à nous de les mettre en lumière. Je pense aux camarades de Monoprix sur le travail de nuit, malgré que le patronat a décidé, avec certaines organisations syndicales, nous imposer des accords qui sont néfastes. La CGT les a fait annuler, on a gagné à chaque fois, et c'est une bonne chose pour les travailleurs, parce qu'à chaque fois, je le disais, c'est l'audience qui nous permet de dire ce qu'on a bien fait notre travail, et ça, je pense qu'il faut aussi féliciter toutes les femmes et les hommes qui travaillent dans ces enseignes, qui n'est pas facile aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui, alors, bonjour. Déjà, moi, je me félicite d'être présent ici. C'est une initiative très intéressante pour amorcer les réflexions qui ont été développées au début. Alors moi, je suis membre du bureau de la fédération et je suis aussi élu dans l'entreprise Aldi Marché. Je voudrais donc développer deux aspects. C'est que pour ce qui est de la fédération, on est en contact avec beaucoup de camarades dans d'autres pays qui travaillent dans la grande distribution, alors soit dans des entreprises françaises qui ont des filiales à l'étranger, ou inversement aussi des entreprises qui sont implantées dans leur pays. Et les contacts, les discussions, les rencontres qu'on a pu avoir, ce qui est mis en évidence dans la grande distribution, c'est que bien souvent les salaires sont parmi les plus bas de tous les secteurs d'activité, et ça quel que soit le pays. Et à cela s'ajoutent des conditions de travail exécrables, et c'est vraiment une constante qu'on a dans tous les pays. Donc, et ce qui est aussi qui vient se greffer là-dessus, ce que j'ai pu remarquer en tout cas, c'est que tous ces grands groupes étaient très puissants, ils avaient une forte emprise sur les gouvernements du pays, et avaient toujours une oreille attentive pour faire modifier la législation dans leur sens, pour amplifier la rentabilité, pour amplifier le fonctionnement de l'entreprise, mais au détriment de la santé des travailleurs et de la santé des travailleurs. Et pour parler d'Aldi, Aldi aussi, c'est une entreprise qui est un peu sous le feu des projecteurs en ce moment, bien que c'est une entreprise assez discrète, donc qui vient de racheter 560 magasins et 3 entrepôts à Casino, donc l'entreprise Leader Price. On est très inquiet quant au risque de casse sociale pour les salariés qui viennent de Leader Price et qu'on va accueillir chez nous. On est en train de travailler pour essayer de faire en sorte qu'ils arrivent dans l'entreprise dans les meilleures conditions, mais on est très inquiet. Et pour vous parler de mon expérience un petit peu chez Aldi, moi je suis arrivé il y a 24 ans. Les salaires étaient supérieurs vraiment à la branche. La rentabilité de l'entreprise était celle du discount. Et au fil des années, ils ont gratté sur les salaires cet écart qu'il y avait qui faisait que des salariés venaient mais acceptaient les conditions de travail difficiles, le travail dissimulé, la pression psychologique, parce que derrière, il y avait le salaire. Et
Ça a été gratté au fil des années. Ce qui a... Comment dire et il y a tout un phénomène qui s'est amplifié sur le turnover. Par exemple, Aldi Cavaillon, donc le périmètre qui est proche de Marseille, qui a un turnover qui frôle les 50%. C'est-à-dire qu'en 2 ans, l'ensemble de l'effectif a été renouvelé. Et ça s'explique comment ? Ça s'explique parce que il y a tous les ans, pour parler de mon périmètre, il y a plus d'une centaine d'accidents de travail pour 1000 salariés et au moins une dizaine de salariés qui sortent de l'entreprise pour inaptitude. Donc c'est vraiment une machine à broyer l'humain. Et d'un côté, ils ont gratté sur la masse salariale, ils ont augmenté leur profitabilité donc en arrivant à des taux de... des taux de marge commerciale qui sont proches maintenant de celles de la grande distribution, ce qui n'était pas le cas. Donc, on était à 12% de marge commerciale il y a 20 ans. Et maintenant, ils se sont dit, les autres se font de la thune. Il n'y a pas de raison que nous, on ne s'en fasse pas non plus, quoi. Et donc voilà, du coup, ils ont l'argent pour racheter, par exemple, les leader price. Mais derrière, il y a de la casse aussi chez nous, chez les travailleurs, avec des gens qui ressortent esquintés ou que ce soit physiquement ou moralement, avec toutes les pressions qu'ils encourent. Donc, je pense qu'il y a vraiment urgence à faire quelque chose et c'est sûrement pas des éléments qui sont propres à Aldi, mais qui sont propres à la grande distribution. J'en suis convaincu, quoi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la deuxième partie du débat, où les campagnes... Je voulais juste compléter ce qu'il disait. En fait, on note qu'en ce moment, la grande distribution est en pleine mutation. Comme il disait Amar tout à l'heure, les patrons arrivent à s'entendre entre eux au niveau, ils sont très organisés. On est arrivé à un moment où la grande distribution est en train de réorganiser le marché. À toi les pauvres, à toi les familles moyennes, et à moi les riches. Ils se réorganisent par bassin de population et de CSP+. Donc, on le voit, je veux dire, Casino, qu'est-ce qu'il fait ? Il se sépare de tous ces petits magasins, les leader price, il les a vendus. Donc, c'était des magasins qui, pour lui, n'étaient plus rentables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je veux dire, ça ne répondait plus à ses critères de rentabilité. Donc, il les a cédés. Il a cédé des magasins qui se sont retrouvés dans des états lamentables parce qu'en fait, il y avait un faible investissement par le groupe Casino qui passe une période très difficile. Alors, je ne vais pas les plaindre, je ne suis pas en train de les plaindre, mais ils passent une période très difficile parce qu'ils ont été attaqués par des fonds. Et en fait, les victimes collatérales, c'est les salariés. Par contre, ce que je note, c'est qu'ils arrivent à réorganiser le marché de façon territoriale, mais en même temps, ils arrivent à segmenter leurs magasins. Je prends pour exemple Franprix, qui à l'intérieur de ses magasins a mis des Decathlon. Decathlon, c'est qui ? C'est Auchan. Casino, Auchan. Soi-disant 2 ennemis de la concurrence. On prend aussi les magasins Carrefour. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qu'ils ont fait intégrer ? La Fnac, Darty. Et il y en a des tas d'autres. Je vais prendre encore un autre exemple. Emma qui rentre dans les casinos, des rayons. Il y a, là, à l'heure actuelle, il y a aussi un nouveau morcellement du non-alimentaire, les jouets. Alors par contre, je ne peux pas vous donner le nom de l'enseigne parce qu'on ne l'a pas encore, mais ils sont en train de pourparler pour céder ces marchandises. CEA pour les vêtements à Casino. Donc en fait, Casino et les grands patrons de la grande distribution arrivent à s'entendre pour tirer et gagner de l'argent au maximum. Par contre, le seul truc où ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est comment payer au juste prix leurs salariés. Comment améliorer l'ordinaire de leurs salariés. Qu'est-ce qu'ils demandent, les salariés ? Ils demandent qu'on réponde à leurs besoins. Leurs besoins, c'est d'avoir un salaire digne et à la hauteur de la richesse que ces entreprises créent à travers leur travail journalier. Donc, il faut montrer aux salariés, les raisonner et leur montrer que de l'argent, il y en a. Parce qu'ils attendent toute la journée, c'est difficile, on passe une passe difficile, ça va très mal. Mais en attendant, je vais vous dire un truc, le groupe Casino dans les hypermarchés, ça va mal. La supermarché casse la baraque, AC Discount, il casse la baraque. Dans tous les secteurs de proximité, ils cassent la baraque. Donc en fait, il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire, de nous faire prendre des lanternes pour des lanternes, et qu'on pose vraiment les questions, je veux dire, de la juste rétribution des salariés dans tout ça. Donc on va passer à la deuxième partie du débat. Qui sera animé par Virginie Cava pour Carrefour et par Jean Pastor pour Casino. Tu débutes ? Carrefour, c'est plus de 320 000 travailleurs dans le monde.
dont 105 000 en France, répartis dans plus de 30 pays. C'est un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards d'euros par an. Pionnier de la grande distribution depuis près de 60 ans, c'est une entreprise capitaliste dont l'unique préoccupation est la rentabilité, et ce, peu importe le prix. Soit une multinationale au service d'une élite minoritaire, la finance. Le 18 février dernier, le groupe Carrefour publiait ses résultats annuels, qui sont juste excellents, enfin, exclusivement pour les actionnaires. En effet, l'effet confinement a permis à l'entreprise d'augmenter ses ventes de près de 8%, mais son profit connaît, lui, une hausse de plus de 57%. En France, les profits ont augmenté de près de 14%, alors que la France connaît un recul du PIB de près de 9% et que la pauvreté explose. Pire, le patronat Carrefour se sert de ces résultats pour se féliciter sur ses plans de coupe dans les effectifs et de pression sur les salaires. La direction Carrefour, il y a quelques jours, voulait encore vendre Carrefour. Aujourd'hui, il n'y a aucun plan, hormis celui d'augmenter les dividendes des actionnaires. Mais encore, il y a moins d'un an, les salariés de la grande distribution, ils étaient décriés par le patronat. Le confinement a mis en avant leur rôle primordial. D'ailleurs, il faut se rappeler, en mars 2020, en pleine crise sanitaire, Alexandre Bompard, PDG Carrefour, s'adressait aux salariés en ces termes. Vous n'êtes plus seulement Carrefour, vous êtes le service public de l'alimentation. Pour autant, Carrefour, c'est la continuité d'une politique qui se traduit par des centaines de milliers de suppressions d'emplois, le désinvestissement des magasins, des organisations du travail au service de la rentabilité, la prestation de services, de secteurs d'activité, le désengagement total d'établissements avec la fermeture de magasins, les passages en location-gérance et bien d'autres. Carrefour, pour autant, est le premier employeur privé en France. Il a tiré d'énormes profits des aides Fillon, du CICE, des exonérations diverses. Carrefour a tiré des profits colossaux de la pandémie. Aujourd'hui, il est responsable devant ses salariés et devant les citoyens. Et que fait Carrefour pour la pauvreté en France? Eh bien, il casse l'emploi et il casse les salaires. Tout cela après avoir bénéficié de plus de 800 millions d'euros de notre argent avec le CICE, dont nous réclamons toujours le remboursement au bénéfice d'un service public de qualité. Au prétexte de lutter contre la propagation du Covid-19 et au prétexte d'un état d'urgence sanitaire, le patronat Carrefour a fait le choix d'imposer et d'accentuer l'exploitation des travailleurs, les suppressions d'emplois, la dégradation des conditions de travail, l'externalisation avec la location-gérance. Nous constatons à nouveau que le patronat reste toujours aussi déterminé à servir l'appétit vorace des actionnaires avec une mise en place, notamment de l'utilisation des nouvelles technologies, mais non pas pour améliorer les conditions de travail, mais bien pour accroître leurs profits en soumettant l'humain à la machine, soit la dégradation des conditions de travail, des cadences imposées par les machines, le flicage, la suppression d'emplois comme les hôtesses de caisse, le développement du travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À court terme, cela risque d'être plus de 40 000 travailleurs de la grande distribution qui se retrouveraient sans emploi. Le développement programmé de l'ubérisation, qui amorce le retour du travail à la pièce, avec des salariés au statut Carrefour, qui seraient remplacés par des auto-entrepreneurs à moyen terme. La réduction des mètres carrés, qui s'est traduite par la rentabilisation des surfaces et l'externalisation des secteurs d'activité. La minimisation des stocks et leur gestion à flux tendu, dans une logique qui s'inspire du Lean, une logique de flux tendu totalement inopérante, catastrophique, voire dangereuse. Pourtant, dans une logique de réponse aux biens vitaux de la population, les stocks ne sont pas un coût, mais bien une sécurité. Dans l'alimentaire, en France, pourtant 5e puissance économique mondiale, on peut se retrouver dans des magasins dépourvus de pâtes, de riz, de farine et de papier toilette.
Les politiques de ce géant capitaliste ne s'inscrivent donc pas dans une logique de réponse aux besoins des salariés ou de la population, mais bien à d'autres logiques qui génèrent, entre autres, l'intensification du travail, la polyvalence accrue, l'accroissement de la charge mentale, la perte du sens du travail et la précarité. À cela s'ajoute l'utilisation d'une manière stratégique de la pandémie, avec notamment la mise en place d'une logique de travail à la chaîne, renforçant encore et encore sa logique de gestion à flux tendu. La standardisation des activités de travail, qui pour les salariés sonne comme la mise à mort des métiers, la chasse au temps mort. Ils accélèrent, généralisent leur plan d'austérité, soit une précarité développée sans relâche et une casse organisée de nos droits individuels et collectifs. Ce qui se passe chez Carrefour, dans la grande distribution aussi, n'est autre qu'un grand projet de société porté par le patronat, le gouvernement, les capitalistes. Un système où ils sont prêts à investir des millions dans une course effrénée au profit et contre l'emploi, ce que Marx appelait le travail mort. À l'heure d'une explosion de la pauvreté, nous devons reprendre la main sur ces grands groupes dont les objectifs ne sont que financiers. Nous devons resituer la grande distribution dans la recherche d'une nouvelle finalité, plaçant les besoins sociaux comme but et comme moteur du développement. Nous avons besoin de perspectives émancipatrices, telles que la réappropriation collective de la grande distribution, car nous ne pourrions sortir de cette situation avec les méthodes et les dogmes qui l'ont engendrée. La riposte doit s'organiser. Les enjeux devant nous sont immenses. Nous n'avons aucune raison de fixer des limites à nos ambitions. L'argent existe, des milliards il y en a, des besoins il y en a. Cet argent, c'est nous qu'on le produit. À nous de déterminer ce que nous voulons en faire. Nous avons donc la responsabilité de construire un processus de lutte créant un véritable rapport de force en faveur de l'emploi, des salaires, des conditions de travail et le progrès social. Nous avons besoin, en premier lieu, de mener le combat de manière organisée, mais encore articuler les revendications immédiates à l'objectif de notre projet, soit donner des perspectives concrètes de progrès social. Pour cela, nous allons avoir besoin de débattre sur les contenus revendicatifs de ce projet, de travailler son élargissement, au-delà des magasins, des enseignes, des départements, des professions. Il faut aller gagner, il faut aller imposer notre projet de réappropriation collective de la grande distribution. Donc maintenant, Jean Pastor pour Casino. Donc je vais parler de la mise en place des systèmes d'automatisation dans les métiers d'encaissement. Voilà. Donc à un moment, Casino, qui a été un prédateur financier, s'est retrouvé victime d'attaques spéculatives, donc avec un endettement excessif au niveau de toutes ces holdings et du groupe Casino. Donc s'est retrouvé à rechercher de l'argent frais. Donc notamment par deux systèmes, un par la réduction de charges, donc la masse salariale, c'est le plus rapide, et celui qui rapporte le plus vite, et l'augmentation du chiffre d'affaires. La réduction de la charge de la masse salariale, donc, c'est octroyé par la mise en place des caisses automatiques. Donc, et l'augmentation du chiffre d'affaires, à travers la mise en place de ces caisses automatiques, a permis l'élargissement des amplitudes d'ouverture des magasins. Donc, notamment en fin de soirée, le dimanche matin, voire le dimanche après-midi, et le 24-24 pour certains magasins. Bon, pour l'instant, c'est des cas très marginaux, les 24-24, mais le jour où ça marchera correctement, je veux dire, la grande distribution va s'y engouffrer. Le but avoué, c'est de rentabiliser au maximum les établissements. Donc Casino a décidé de mettre en place donc, tous ces plans. Donc le premier magasin qui est rentré dans cette démarche, c'est le magasin d'Angers, le 25 août 2019. Donc on s'est retrouvé la CGT locale avec la CGT Casino. On s'est retrouvé dans ce magasin pour aller dénoncer. Casino, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il a trouvé des failles en disant qu'ils n'ont pas le droit de faire travailler leurs salariés. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait intervenir deux sous-traitances. Un, à travers des hôtesses de caisse dans l'événementiel, sous couvert qui faisaient le travail des caissières traditionnelles, et d'autres par des agents de sécurité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que des actions juridiques ont été menées par les structures locales et la CGT
notamment, je veux dire, pour faire interdire. Donc Casino n'a pu dupliquer ce système-là et revenir en arrière, et donc il n'y a plus que la présence d'agents de sécurité. Voilà. Donc d'autres actions juridiques ont été menées aussi dans des magasins sur la région de Toulouse, par les directs et par des organisations locales, et aussi sur la région du Var. En fait, ce qui se passe, c'est que sur quoi s'appuient les directs principalement, c'est en fait Casino n'a pas le droit d'employer des salariés en dehors le dimanche après-midi. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez les agents de sécurité qui sont là, qui s'ennuient. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un produit traîner, ils le prennent, ils le rangent, ou ils vont aider la mamie qui fait ses courses toute seule, qui a un problème, donc ils interviennent. Et donc là, en faisant ça, ils rentrent sous le coup d'employer Casino. Donc, les directs qui voient ça, qui attaquent en justice, et qui font fermer les magasins le dimanche après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces caisses automatiques? Donc, il y a eu deux modes de fonctionnement. Un magasin autonome, donc magasin sans salariés, hormis la sous-traitance, parce qu'on dit sans salariés, mais il y a des salariés, parce qu'il ne faut pas les oublier, les agents de sécurité, c'est des salariés. Et en fait, on a dégradé leurs conditions de travail. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils étaient là quand le magasin était ouvert. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Casino a décidé de les faire venir des magasins quand le magasin était fermé, sans salariés. Donc, fin de soirée, la nuit pour certains endroits, et le dimanche après-midi. En plus, ils ont fait ça à coût constant. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de ces agents de sécurité sur les périodes autonomes s'est fait à coût constant. Ça veut dire que dans la journée, on a supprimé des agents de sécurité pour les reventiler le soir ou les dimanches après-midi. Donc, on va parler quelle problématique avec la présence des caissières quand le magasin est ouvert. Donc, les caissières, elles se retrouvent à gérer donc, ces caisses automatiques. Donc, elles ont eu de nouvelles compétences, surveillance des clients, parce que maintenant, c'est des agents de sécurité. Elles doivent faire face donc, au risque de vol de la part des clientes, indélicats. Des incivilités, parce que quand elles arrêtent un client, qu'elles font remarquer à un client qu'il a oublié de scanner ou qu'il a fait une erreur involontaire, elles se font insulter. Donc elles se font manquer de respect, parce que comme il y a moins d'agents de sécurité, parce qu'ils travaillent sur d'autres parties de la journée, elles se retrouvent seules face aux clients. Donc ce qui a mis en évidence des risques psychosociaux, parce que toute la journée, quand on se fait insulter ou quand on fait que courir toute la journée, à un moment, ça touche le moral de la caissière. Donc les conséquences des violences verbales ou physiques, explosion des risques sur la santé, TMS. Après, il y a aussi l'effet de combien de caissières par caisse automatique. Donc on se retrouve à se battre pour essayer de réglementer ça. Nous, la CGT, on estime, alors, nous on les combat ces caisses. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que les salariés, ils le prennent avec fatalité. Ils ne sont plus dans une conquête en ce moment de droit, c'est de préservation de l'emploi. Donc nous, on essaie de leur faire ouvrir les yeux, de leur dire, attendez, il y a des magasins où c'est possible d'avoir une hôtesse pour 4 caisses. Il y a d'autres endroits, c'est une hôtesse pour 6 caisses. Et j'ai même vu des magasins où c'était une hôtesse pour 12 caisses. Donc bien entendu, tout le monde peut comprendre que la difficulté de tenir ces caisses autonomes avec toutes les contraintes et les interventions physiques qu'elles doivent faire à longueur de journée. Parce qu'après, vous avez affaire à tout. Après, il y a des gens qui viennent faire leurs courses normalement, mais je veux dire, ils ont du mal à appréhender ces machines. Donc, elles font des crises d'angoisse. Et après, il y a aussi, on installe ces caisses parce qu'en fait, on veut lutter contre le coronavirus. Le raisonnement pourrait tenir, mais en fait, comme à chaque fois qu'il passe un client, on devrait nettoyer la caisse, chose qui n'est pas faite parce que la direction ne met pas les moyens adéquats, donc l'argument ne tient pas. Pour les employés de rayon, donc ensuite, pour les salariés, quand les magasins sont en mode autonome, qui sont en fait ouverts sans personnel de Casino, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le lundi matin, quand ils arrivent, il faut remettre le magasin en état. Pourquoi? Parce que vous avez des clients, parce qu'ils sont tous seuls dans le magasin, ils se lâchent un peu plus. Ça veut dire qu'un produit, le prennent, ils le laissent un peu traîner. Je veux dire, et on se retrouve avec une surcharge de travail. Comme ils n'ont pas le droit de vendre de l'alcool pendant ces jours d'ouverture sans personnel Casino, je m'entends bien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de bâcher de préparer le magasin pour éviter que l'alcool soit vendu à des mineurs. Donc tout ce travail est fait le samedi soir et on l'enlève le lundi matin. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les salariés se retrouvent avec une surcharge de travail, toujours à moyen constant. Ensuite, il y a la préparation des magasins en fin de semaine, parce qu'il faut achalander le magasin pour le dimanche. Donc, surcroît d'activité pour les salariés qui travaillent le samedi.
qu'est-ce qu'elle demande, la CGT? La CGT, elle demande qu'on fasse une évaluation de la charge de travail. Parce qu'en fait, on se retrouve avec un nouveau mode d'organisation. Et la direction, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la tête dans un trou et elle dit « Circulez, il n'y a rien à voir, vous allez facilement le résorber le lundi matin à moyen constant. » Et nous, on dit que non, ce n'est pas possible. Je prends juste l'exemple je mets les rideaux pour empêcher les gens dans l'école, il y en a pour 1 heure de travail. Donc l'heure qui est passée à faire ça n'est pas fait pour faire autre chose. Mais on va dire aux salariés, il faut que tu termines ton travail quand même. Il faut aussi mettre la mise en place d'une politique de prévention adéquate, afin d'enrayer les RPDS et les TMS par la suite. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est de prendre en compte aussi les spécificités de la sous-traitance. Parce que aussi, c'est compliqué. C'est là où on voit qu'on a des buts différents. Quel est le but de Casino dans cette histoire? Donc, on l'aura tous bien compris. C'est réduire le nombre d'hôtesses de caisse, parce qu'ils nous font croire qu'en fait, on est toujours avec le même nombre de caisses. En fait, on n'est pas naïf. On voit dans les établissements le nombre se réduire. Ils ont même eu le culot d'inventer un nouveau métier en disant « Ne vous inquiétez pas, on va inventer un nouveau métier pour les reclasser. » Seulement, ils n'en veulent pas sur les surfaces de vente pour venir renforcer les équipes, mais ils n'en veulent plus en caisse. Donc, à un moment, ils font des négociations. Et quand les gens ils approchent de la retraite, ils leur proposent simplement de leur donner leurs droits. Ils les licencient sous couvert. Ils ont augmenté le nombre de jours d'ouverture, voilà, pour rentabiliser leur outil d'exploitation, répondre aux soi-disant demandes des clients. Et en fait, soi-disant, c'est les clients qui demandent à corps et à cri la mise en place des ouvertures de ces magasins et de la mise en place de ces caisses automatiques. Quand on va dans les établissements, qu'on fait des actions concernant et on fait signer des pétitions, quand on dit « Casino remplace ses caissières par des caisses automatiques », les gens sont plus sensibles que quand on dit « Attention, Casino ouvre ses magasins ». Moi, je l'ai constaté, on a fait une pétition au niveau d'une enseigne. Je veux dire, quand on disait Casino a décidé d'ouvrir ses magasins en extension, les gens y passaient, ils ne nous écoutaient même pas. Mais quand on disait simplement le fait que Casino a décidé de remplacer ses caissières par des caisses automatiques, là, les gens venaient tout seuls, venaient signer la pétition. Après, soi-disant pour enrayer le virus, mais voilà. Et en fait, on se rend compte aussi que ces grands groupes, tout à l'heure, on parlait de pression sur des pays, de changement de législation. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ils vont beaucoup plus loin parce qu'en fait, ils veulent nous changer nos modes de consommation et nos modes de vie. Parce qu'en fait, on se retrouve, ces magasins qui vont chasser sur les terres du petit commerce, ils n'arriveront pas à suivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une désertification des centres-villes et des petits commerces. Notamment, on est allé faire une distribution sur le quartier de Mazargues, par rapport à l'action qui est menée par Sainte-Anne et Valmante, je veux dire, on s'aperçoit que c'était les premiers à signer nos pétitions et à appuyer notre démarche. Il peut y avoir un bienfait à l'automatisation si, et seulement si, on définit un nombre de caisses automatiques par hôtesse de caisse, qui permettrait de réduire les pathologies liées au travail de caisse, le pétillement et le risque de TMS à travers le tirage. Ça pourrait être une aide au travail des hôtesses de caisse, un allègement. Par une réduction du temps de présence en caisse par des gains de productivité. La CGT revendique la semaine à 32 heures. Ces gains de productivité permettraient de pouvoir financer cette mesure. Seulement, la grande distribution, elle n'a pas décidé de faire ça. Qu'est-ce qu'elle a décidé? De garder l'argent pour soi. On demande aussi un renforcement de la sécurité par des agents de sécurité en plus pour permettre de sécuriser la caissière, lui permettre de faire son travail sans contrainte. Et après, Amar en a parlé tout à l'heure, c'est l'utilité sociale de ces machines. Un salarié, ça finance la protection sociale à tous les niveaux. Une machine, ça ne finance rien. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des machines qui vont remplacer lui-même et qui ne vont pas participer aux cotisations de la protection sociale. Nous, on demande la mise en place d'une taxe sur ces automates. Il ne faut pas qu'on contrebalance automatisation et métier. Il faut que ça puisse venir en aide aux salariés et pas pour supprimer son emploi. En conclusion, le groupe Casino dérèglement les amplitudes d'ouverture des magasins, profitant d'un avantage concurrentiel certain, parce qu'en fait, ils se sont
les premiers à s'être lancés dans la démarche temporaire, emmenant dans son sillage les autres enseignes de la grande distribution. Cela ne répondra pas à la crise que les géants, les hyper, traversent au détriment des magasins de proximité. Les salariés ne sont que des variables d'ajustement au profit des grands actionnaires de ces grands groupes. Je vous remercie pour votre attention. Donc, camarades, s'il y a des questions sur cette partie-là. Oui, par rapport à ce que tu décris, Jean, et c'est une question ouverte pour aller un peu plus loin dans le débat, est-ce qu'on ne doit pas tout simplement se réapproprier les métiers qu'il y a dans l'entreprise, arrêter de faire tout et n'importe quoi? Je m'explique, que tu disais les salariés sont obligés de mettre des rideaux. Je ne pense pas qu'un salarié qui s'occupe du rayon liquide doit mettre des rideaux. Est-ce qu'on ne doit pas remettre au centre non plus la polyvalence, enfin non plus des missions diverses, mais bien un métier, une appellation métier, un rôle précis? Le problème, c'est que dans la définition des fonctions des métiers repères, en fait, on se retrouve avec des compétences qui sont liées à des fonctions. Il y a des métiers, par exemple, style professionnel, boucher, pâtissier, ceux-là, on ne peut pas les prendre et les mettre dans notre rayon. Le problème, c'est que, comme il y a marqué employé commercial, le problème, c'est que la fiche de poste soit assez évasive et très large et qui permet à n'importe quel salarié où il y a cette appellation dessus d'aller remplir ses tâches. La grande distribution a tout fait pour supprimer même sur les métiers de caissière, on enlève le métier d'encaissement, mais employé commercial. Et on a même donné un échelon supplémentaire, un niveau supplémentaire aux employés des rayons pour pouvoir se substituer à une caissière, parce que caissière c'est niveau 2 et les employés de rayon c'est niveau 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a mis tout le monde au niveau 2. Comme ça, ce qu'ils appellent les clusters, ça veut dire que c'est des équipes dans les rayons qui viennent renforcer les caissières à des moments donnés. Tout ça parce qu'en fait, leur but, c'est de supprimer du métier d'encaissement. Alors, juste en complément des interventions qui ont été faites, notamment sur Casino, Carrefour et ta question, revenant sur les classifications. Nous, ce qu'on porte à la CGT, c'est bien l'adaptation du travail à l'homme et pas de l'homme au travail. Voilà. Enfin, qu'on soit bien clair. Donc, dans tous les cas, nous, les revendications et les classifications par le patronat où il n'y a aucune reconnaissance des qualifications, nous, dans la CGT, on le combat. Donc, ce qu'on porte, c'est bien la reconnaissance des qualifications, de l'ancienneté, des diplômes. Voilà. Enfin, à revoir, on a tout un statut, notamment porté aussi par notre fédération, mais voilà, on ne reste pas dans les niveaux 1, niveau 2 tels que. Donc, par exemple, nous, on sort des NAO pour le groupe Carrefour, où on réclame une augmentation de 300 € pour tous et pour tout niveau, parce que du fric, il y en a plein, parce que c'est nous qu'on le crée, et puis qu'il y a les possibilités. Voilà, que ça ne doit pas être tout le temps dans la même poche, celle du patronat et des actionnaires. Voilà. Deuxième point, au travers de l'intervention du camarade de Casino, on voit bien que, comme disait Amar, tantôt quand c'est le groupe Carrefour, donc là on tape sur les réorganisations au service de la finance, avec la mise en place du ligne, des organisations en fait, qui permettent au patronat de faire craquer les travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs partent au travers des réorganisations, au travers de la prestation de services entiers avec les réductions de mètres carrés. Alors, je ne sais plus qui c'est qui en a donné l'exemple. Alors, nous, à Carrefour, oui, c'est vrai, il y a Darty. Donc, du jour au lendemain, eh ben, les salariés d'un secteur d'activité peuvent se retrouver sur une autre branche, dans un autre secteur et repartir à zéro. Alors, tantôt, on ne sait pas si la location-gérance, si désintégrer. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Mais l'objectif, c'est bien qu'il n'y ait plus de collectif de travail. C'est-à-dire que moi, je travaille à côté de Jean et Amar sur 3 conventions collectives, sur des niveaux différents, et donc ça sera chacun dans notre coin. Voilà leur objectif. Donc nous, ce qu'on dit, c'est non, on peut faire autrement. Voilà. À un moment donné, il n'y a pas qu'une solution, celle du patron. Il y a d'autres choix possibles,
Et il faut qu'on les porte. Mais il faut qu'on les porte ensemble. On ne peut pas les porter chacun de notre côté, ne serait-ce même que dans la grande distribution. Il faut travailler les cohérences et les convergences revendicatives au travers d'un projet porteur de progrès social, comme on parlait dès l'introduction, qui est la réappropriation collective de la grande distribution. Sur Casino, comme c'est les potes à Carrefour, eux, ils se sont dit, ben tiens, nous, ce qu'on va tester, c'est l'automatisation, les nouvelles technologies, mais au service de la finance. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser les nouvelles technologies pour réduire le temps de travail, améliorer les conditions de travail. Ce n'est pas écrit dans le marbre que les nouvelles technologies, elles doivent avoir un peu plus les poches du patronat, un peu plus les poches des actionnaires, et qu'elles doivent servir uniquement les mêmes, et en plus une minorité. Donc nous, ce qu'on porte, c'est que s'il y a des technologies, c'est qu'elles soient bien au service des travailleurs pour l'amélioration des conditions de travail, pour le passage 32 heures sans perte de salaire, parce que c'est possible. C'est parce que c'est possible, et parce que, enfin, d'entrée, Marc l'a pointé dans son introduction, c'est tous les ans, c'est des milliards de bénéfices, tous les ans, c'est des milliards de chiffres d'affaires qui sortent. C'est pas rien. Donc tout est possible, et à nous de porter un projet dans le tous ensemble en travaillant les cohérences et les convergences revendicatives. Voilà. Alors on va prendre des questions qui ont été posées sur le Facebook. Alors la première, c'était pourquoi pas une chaîne de grande enseigne publique. Ben, c'est exactement ce qu'on porte au travers de la réappropriation collective de la grande distribution. Et la deuxième, c'était une proposition de boycotter les caisses automatiques le dimanche et les jours fériés. Alors, ben, nous, à la CGT, on est contre le travail du dimanche donc, et les jours fériés. Donc, comme ça, c'est le boycott total. Et voilà. Et juste pour aller un peu plus loin sur le boycott, il y a aussi la difficulté de mettre en place un boycott, bon, déjà les jours fériés et le dimanche, mais un boycott tout court des caisses automatiques. Bon, je ne pense pas qu'on serait beaucoup suivi par les consommateurs. Par contre, c'est à nous à transformer, comme l'a annoncé Jean et Virginie, comme l'a annoncé, à faire en sorte que les nouvelles technologies servent les salariés et sans détruire l'emploi, avec tout ce que ça entend en termes de cotisation sociale, de taxes. Donc voilà, plus que le boycott, qui, enfin, je ne sais pas ce que mes autres camarades en passent, ce ne serait pas la solution la plus efficace et peut-être la plus difficile à mettre en place. Alors, il y a une troisième question sur le live Facebook. C'est le rôle de la logistique et des salariés. Exploités, isolés, et pourtant ils jouent un rôle important dans la grande distribution. Ouais, mais on le disait tout à l'heure, la grande distribution, bien sûr, il y a des métiers qu'on n'entend pas. Effectivement, on parle de la grande distribution, on pense toujours à la caissière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a derrière une logistique, il y a des camarades qui travaillent en préparation. Voilà, moi, si je parle de la logistique, ils sont pas. Bien sûr, on pense qu'ils sont isolés. Non, on est organisé et la CGT est très très bien organisée. Je disais tout à l'heure sur la question des résultats positifs, on progresse dans ce secteur, on progresse très fortement parce que les camarades travaillent. Les camarades de la CGT font du bon travail de communication, ce qui permet aux salariés de se positionner sur quels outils ils ont besoin. Je rappelle, c'est un secteur qui a été énormément transformé parce qu'il y a eu énormément de plans sociaux, une réorganisation de ce secteur-là au détriment des travailleurs, et tous ces grands groupes à l'époque avaient touché de l'argent de l'État. Si je prends les bases Intermarché, je pense à une base qui était sur la région de Toulouse. L'État, toute la région avait mis des millions pour faire une zone où les camions pouvaient rentrer et sortir. Ça a duré 1 an, c'est-à-dire l'hôtelier d'Inter a pris l'argent, hop, il est parti, il a reconstruit dans une autre zone. En fin de compte, c'est l'État, les contribuables, jusqu'à aujourd'hui, qui payent des plateformes vides et il n'y a personne. Voilà, je pense que la CGT a toujours... il n'y a pas pour nous, effectivement. Alors peut-être l'internaute se sent isolé. Moi, je l'invite à se rapprocher de son union départementale, de voir son union locale. On est présente partout. On a cette chance d'avoir des unions locales. Il faut se féliciter que la CGT a gardé ce principe d'union locale pour que les camarades qui sont isolés, qui peuvent franchir le cap, et toutes les adresses d'union locale ou d'union départementale, vous tapez CGT, alors je pense à la personne qui nous a écrit en direct, mon camarade, parce que je vais t'appeler comme mon camarade, j'en suis sûr que tu vas franchir le cap et te syndiquer, tape CGT de ton département, il y aura une adresse mail et tu pourras contacter les camarades de la CGT qui vont t'aider, sinon vous regardez dans ton entreprise. Sur la question des caisses automatiques, bien sûr, la camarade dit qu'il faut boycotter les caisses automatiques. Moi, je suis pour, j'ai pas de problème avec ça, mais au-delà des caisses automatiques, qu'est-ce qu'on fait? Comment on mène nos revendications dans le débat? Les 32 heures, le temps partiel, parce qu'on a oublié aussi la question
Je rappelle, il y a à peu près 75% de femmes qui travaillent dans le secteur à qui on leur impose un chômage partiel. On leur impose le chômage, le temps partiel, autant pour moi, on leur impose voilà, avec des salaires à entre 800 et 1100 euros. Quand vous avez fin de carrière, entre parenthèses, dans ces grands groupes, vous sortez avec 1100 euros, épuisé, détruit. C'est ces questions-là qui doivent nous interpeller et remettre la question du travail. Moi, je partage ce que je dis Virginie, c'est la question du travail. Quel outil on a besoin aujourd'hui? Et je pense que la CGT a des propositions. On a produit du matériel au niveau de la Fédé sur le travail numérique, l'adaptation, parce qu'il y a de nouveaux métiers dans la grande distribution. Si on prend les camarades qui sont dans les drives, je rappelle, il y a eu des camarades nous disent, en fin de compte, c'est le robot qui gère leur vie, quoi. Et c'est pas normal aujourd'hui qu'un robot gère l'humain. C'est l'inverse. Les nouvelles technologies doivent être à la disposition de l'humain, mais pas l'inverse. Aujourd'hui, vous avez des salariés qui, voilà, je pense aux camarades qui font les précommandes en drive, ils ont 15 minutes pour vous remplir un chariot. En fin de compte, ils n'ont même pas de respirer, ils ont la machine qui leur dit droite, gauche, voilà. Voilà, déjà, moralement, c'est impossible. On dépend d'un robot, on n'est plus sur le travailleur qui s'organise. Voilà. Je pense qu'on a un projet, il faut le porter, voilà, et ce projet doit être porté par tout le monde. On ne peut pas rester, on a beau le dire, on ne peut pas rester Casino seul, Carrefour seul. Et ça, il faut que nous, dans la CGT, on casse ces cloisons. On l'a dit, vous le savez mieux que moi, dans la grande distribution. Dans la grande distribution, le patronat s'est organisé. Dans la question internationale, tu parlais tout à l'heure que ces grands groupes de la grande distribution sont organisés au-delà de nos frontières. Tu le sais mieux que moi, Casino pendant des années avait l'Asie, avec un choix sociétal pour les camarades qui sont là-bas avec une précarité. Carrefour avait l'Amérique latine et chaque groupe se répartissait la part du marché au détriment de la population. Voilà, je pense que nous, la CGT, nous devons parler plus en interne. Parce que ce qui se passe chez Casino va se passer, je le dis, on le voit, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans vos boîtes, chacun regarde sa propre réalité. Mais je pense ce type de débat, et moi, encore une fois, je remercie l'Union départementale, et surtout, je remercie le syndicat de la FAP 13 qui nous a accueillis dans leurs locaux pour réaliser ce direct et permettre d'échanger, nous permettre peut-être que chacun sorte de son propre carré et discuter entre la CGT pour permettre. Je pense que si on arrive déjà à parler entre nous, je pense qu'on pourra faire bouger les choses. Et déjà, il y a une date, moi j'en profite, même si c'était pas le moment, il y a le 5 mars à Paris, déjà il y a Carrefour, mais c'est au-delà de Carrefour, il y a un rassemblement pour qu'on dénonce l'histoire des franchises, parce que là, encore une fois, on a un gouvernement qui a facilité la question des locations-gérances et des franchises. Voilà, et ça au détriment de la communauté de travail. Virginie l'a bien expliqué, on veut détruire la communauté de travail. En fin de compte, vous pouvez avoir, et je vais finir avec ça, on prend Carrefour. Bompard qui était PDG de Darty, de la FNAC autant pour moi. Il y a une époque, la FNAC a voulu racheter Darty. En fin de compte, c'est plus Darty qui rachète la FNAC, mais c'est la FNAC qui rachète Darty. Bompard va chez Carrefour et dans la foulée, installe Darty et la FNAC à l'intérieur. Voilà. En fin de compte, il est en train de nous faire un passement de jambes. Voilà. Et en fin de compte, c'est les personnes qui trinquent. Pour l'instant, ce sont les travailleurs. Et tu as raison, Virginie, ils veulent détruire la communauté de travail. Ils veulent détruire ce qui fait la force, l'unité des travailleurs. Et je pense qu'on doit, nous, travailler autrement et aller sur l'attaque parce que si on reste chacun dans notre côté, on va perdre, et c'est le but. Et voilà, moi j'invite le camarade qui nous a interpellés en direct en disant qu'il est isolé. Tu n'es pas isolé, tu as toute la CGT avec toi, mon camarade. Il suffit juste de trouver l'adresse de ton union départementale et il y aura la CGT qui vont t'aider sur ces questions-là. Voilà, j'ai vu des mains se lever, peut-être dans le fond, à droite. Oui, après il y aura Sylvie là-bas. Non mais après. Vas-y. Vous êtes en direct, Élise. Moi, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Amar sur la location-gérance, puisque Carrefour, il a trouvé cette solution aussi pour gagner de l'argent. C'est qu'il se débarrasse de tous les problèmes sociaux qu'il peut avoir dans ses magasins, puisqu'il se débarrasse des salariés. Je peux vous en parler, parce que moi, je suis passée en location-gérance à Carrefour Market le 2 février. Donc ça fait 3 semaines. Je suis déjà en conflit avec mon directeur parce que c'est des directeurs qui arrivent, ils croient qu'ils ne font pas partie d'un groupe, ils sont tout seuls, ils se croient tout permis. Donc il y a de la baisse de la masse salariale parce que lui c'est son pognon direct, hein, donc le reste, les salariés, les acquis sociaux, etc., il s'en fout lui. Lui tout ce qu'il voit c'est l'argent qui passe derrière. Donc c'est des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Nous on a ouvert il y a 3 semaines.
Depuis 3 semaines, j'en suis à mon 4e, 5e, 6e courrier à l'inspection du travail et au médecin du travail, parce que les salariés, ils n'en peuvent plus. Donc il y en a qui vont partir certainement. Il y en a qui sont partis déjà avant de passer en location-gérance. Le problème, c'est que dans beaucoup de magasins, je vais vous donner un chiffre, en 2013, c'était 650 magasins intégrés et 350 franchises. En 2020, on est à 350 intégrés et 650 franchises. On a inversé la tendance. Le 5 mars, il va encore y avoir des annonces d'autres locations gérances sur Carrefour Market. Je pense qu'à terme, ils vont se débarrasser de tous les Carrefour Market. Alors, il y a certains Carrefour Market qui s'en sortent un peu mieux parce qu'il y avait déjà un syndicat fort dans le magasin intégré. Donc nous, on est là, on va défendre les salariés. Mais imaginez les magasins où il n'y a pas de syndicat, où il n'y a personne pour les défendre. Et ben les gens, ils partent les uns après les autres parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'imaginez, nous, nos salariés, au bout de 3 semaines, ils n'en peuvent déjà plus. Vous imaginez tous les petits magasins où on n'a pas un pied dedans et où il n'y a personne pour les défendre. Et je crois que la location-gérance, il va falloir vraiment, vraiment travailler ensemble. Parce que Amar l'a dit, c'est individualiser et mettre les salariés de côté. Et là, on a vraiment besoin, parce que tous ces gens, ils sont dans des petits magasins, souvent de moins de 50, moins de 60, où on n'a pas accès ni les UD ni les UL, où on ne peut pas y mettre un pied, et c'est une catastrophe. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment se mettre tous ensemble et aller voir tous ces petits magasins. Et pas oublier tous ces magasins qui sont sortis des groupes, parce que c'est eux qui souffrent vraiment, même si je ne dis pas que les autres ne souffrent pas, on souffre tous. Mais je crois que ceux, c'est encore pire que les autres. Je crois qu'on a une camarade sur la droite. À gauche, pardon. Alors, il y a Brigitte et Sylvie. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, je trouve que ce débat, il est vachement intéressant, le débat qu'on a aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'était déjà, on en avait déjà parlé, alors c'était sous le titre, on va dire, nationalisation, mais réappropriation collective, d'abord, c'est plus parlant. Et du coup, je crois qu'avec tous les exemples qui ont été évoqués depuis cette heure-là, où chacun donne sa réalité de terrain, on s'aperçoit bien que ça, plus qu'une idée, je dirais plus qu'un idéal, ça devient vraiment une nécessité. Une nécessité, et on l'a vu parce que tous les droits sociaux sont en train de disparaître. Tout est tiré vers le bas. La communauté de travail, c'est vachement intéressant parce que c'est cette communauté de travail qui, dans le temps, ont conquis tout ce qu'on a maintenant. Parce que les travailleurs, les travailleuses, ils étaient sur le même site de travail. Donc, il y avait une force collective qu'essaie de détruire d'ailleurs le patronat à travers toutes les choses qu'ils mettent en place. Et alors du coup, ça pose aussi la question, et je crois que c'est en évoluant aussi dans cette démarche qu'on se rendra compte et le besoin qu'on a. Le besoin qu'a la population, qu'a les citoyens. Alors là, on va parler que de l'alimentaire, mais on peut aussi parler des entrepôts logistiques, on peut aussi parler du transport, on peut aussi parler de l'agriculteur, hein, puisque ça commence là, l'alimentaire, hein, ça commence dans la terre, enfin, ou dans les arbres, mais en tous les cas, c'est naturel. Et après, ça arrive dans nos supermarchés. Et c'est vrai que si on avait, finalement, l'idée, elle est assez simple, même si elle va être compliquée à mettre en place. Mais l'idée politique, elle est assez simple. Se mettre au service, justement, des besoins de la population et de se réapproprier, justement, ces besoins de production du début jusqu'à la fin. Elle paraît logique, et surtout on sort de la logique du capitalisme, la logique dans laquelle nous plongent tous les capitalistes, hein, on va dire, que ce soit les grandes familles, que ce soit les actionnaires, enfin on les connaît tous, hein, vous avez tous aujourd'hui dit à peu près qui ils étaient. Et du coup là ce serait vraiment une conquête. Ce serait vraiment une conquête comme on n'a pas vu depuis longtemps. D'abord d'élaborer ce projet,
et puis après de le faire vivre. Parce que ça a été dit aussi aujourd'hui, dans l'histoire, on n'a rien eu sans rien faire, enfin, notamment les prolétaires. C'est en se battant qu'ils ont obtenu les choses, hein. C'est pas en tendant un papier ou voilà. Et l'idée, et c'est sorti aujourd'hui, c'est que il va falloir batailler ferme, d'abord pour élaborer ce projet, pour convaincre aussi nos camarades, parce que c'est quand même assez novateur, de convaincre nos camarades, et puis après arriver à le faire vivre pour qu'ils puissent avoir une existence, et pour que ça reste pas dans l'idée juste d'un idéal. Parce que finalement, au bout du bout, c'est assez simple. C'est assez simple. Et c'est les travailleurs qui travaillent, ça on le sait, et c'est les autres qui récoltent. Donc il suffit juste d'inverser la balance. Et puis en termes d'organisation, je crois que les travailleuses et les travailleurs, ils ont depuis longtemps expérimenté et fait vivre des entreprises, et on sait qu'on n'a pas besoin, du capital pour ça. Ça c'est encore autre chose, c'est notre bataille. Dans tous les cas, c'est super intéressant. Voilà ce que je voulais dire. Oui, bonsoir. Je rejoins ce qui a été dit, et en fait, c'est vrai, la réappropriation, c'est pas évident à dire, mais c'est très beau dans ce qu'on imagine derrière. Collectif de la grande distribution, moi, ça me va parfaitement. Juste pour rappel, je crois que c'est toi, Virginie, qui le disais, ou Brigitte ou Amar, rien n'a été obtenu sans lutte, et en particulier dans cette branche. La dernière avancée historique, elle date de 2008, où tout ensemble, intersyndicalement, c'est-à-dire les 5 organes représentatifs au niveau de la FCD, interenseigne, tout le monde était en grève le même jour, du matin jusqu'au soir, et pour la première fois de l'histoire de la grande distrib, elle n'est pas très vieille, la grande distrib, je crois que le premier magasin, c'est un Carrefour en 68, un truc comme ça. Pour la première fois, le patron de la grande distrib a tremblé. Et pour la première fois de son histoire, il est obligé de nous lâcher des primes. Il a revu la partialisation du temps de travail concernant le temps partiel imposé, où il y a un accord à la suite. Il a été obligé de rouvrir les NAO parce que c'était peanut. C'est la dernière avancée historique de la grande distrib dans son ensemble. Ensuite, il y a eu des avancées, et Amar l'a souligné, il y a eu des luttes dans ce secteur. Il y a toujours eu des luttes dans ce secteur, malgré tout. Bien que ce soit une majorité de femmes, bien que ce soit une majorité de femmes, y compris à temps partiel, dans des situations de précarité, qui cumulent plusieurs jobs, qui sont en situation de monoparentalité, il y a toujours eu des luttes, que ce soit pour les salaires, les conditions de travail. Il y a toujours eu des luttes. Les dernières luttes en date, elles datent de 2018 au niveau du groupe Carrefour, où ils ont pu obtenir un certain nombre de choses. Mais Amar le disait très bien, chacun lutte dans son coin. Et depuis 2008, on a du mal à fédérer toutes ces luttes. Ce qui veut dire que, et puis ils sont pas cons dans la grande distrib, ils vont balancer un projet à Carrefour, un an après ou quelques temps après, c'est à Casino, comme ça pendant que les copains de Carrefour sont en lutte, les autres ils continuent leur petit job pas tranquillement, mais ils poursuivent leur route. Mais il y a toujours, l'idée c'est ce projet politique où les salariés pourront se projeter dans une perspective d'avenir, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la grande distrib, elle arrive à bout de souffle. On arrive aussi à bout de souffle du capitalisme. On voit aujourd'hui ses limites par rapport à la pandémie et à la situation actuelle. D'amener ce projet politique auprès des salariés, moi je trouve que ce serait une grande avancée sociale, et qu'on se batte autour de ce même projet, peut-être qu'on va arriver à fédérer. Les dernières luttes en date quand même, je tiens à le rappeler parce que Amar parlait des plateformes logistiques, où effectivement on est majoritaire à Intermarché, on est majoritaire à Système U, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes majoritaires à Leclerc, nous sommes majoritaires à un certain nombre de plateformes logistiques. C'est peut-être là où ils ont aussi un peu plus, de meilleurs salaires, où il y a beaucoup plus de temps plein, mais en même temps c'est des métiers très masculins. Mais c'est pareil, ce qu'ils ont obtenu, c'est par la lutte, et exclusivement par la lutte. Il y a Système U la semaine dernière qui s'est mis en grève 4 jours, grève dure, où il n'y a aucun camion qui pénétrait dans l'entrepôt. Le patron a lâché, ils ont été obligés de lâcher des augmentations de salaire, etc. Depuis mercredi dernier, c'est la plateforme logistique de Leclerc à Safini, le Temple. Ils sont en grève dure, eux aussi. Encore ce matin, ils étaient en grève, où ils réclament pareil, des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Et j'en oublie, il y a les Lidl, j'en oublie. Mais
qu'il y ait demain un projet qui puisse fédérer l'ensemble de la grande distrib, moi personnellement, ça me va très bien. Et au moins, je saurai pourquoi se battre. Voilà. Alors, on a une question qui est arrivée sur le Facebook. Donc, le salaire des femmes est-il le même à qualification égale que celui des hommes? Oui, je peux répondre tout de suite. Je peux répondre tout de suite parce que je fais partie de la négociation, de la délégation qui négocie en branche. Alors, jusqu'au niveau 4, oui. À partir du niveau 5, donc l'encadrement chez nous, il commence à avoir des différences de salaire, et y compris, ça rejoint la moyenne nationale qui est de 27% d'écart de salaire. Par contre, juste à souligner, parce que quand on regarde les premiers niveaux de la grille qui se situent au niveau 2, on s'aperçoit que les femmes sont même mieux payées que les hommes. Mais après, il faut affiner les chiffres. Et nous étions rendus compte en analysant, c'est pourquoi les femmes sont mieux payées que les hommes, parce qu'elles restent très longtemps au niveau 2B, et voire, y compris, elles y restent toute une carrière. Donc, de par l'ancienneté, de par les petites primes, etc., forcément, elles ont des salaires qui sont un petit peu plus supérieurs qu'un homme. Mais après, l'homme, il grimpe peu vite en pro. Enfin, voilà. Il y a un déroulement de carrière qui est beaucoup plus éloquent chez les hommes que chez les femmes. Voilà, tout simplement. Alors pour compléter ce qui a été dit, donc il ne faut pas oublier non plus que si à bas niveau, en dessous de cadre, le salaire est le même à qualification égale, les femmes souffrent beaucoup plus dans la grande distribution du temps partiel. Hein, les hommes sont à temps complet et les femmes à temps partiel, je crois que c'est 80% de femmes qui sont à temps partiel. Le temps partiel, c'est 80% de femmes. Donc il y a une différence qui se fait au niveau du salaire à ce niveau-là. Alors j'en profite quand même, puisqu'on parle du salaire des femmes, de rappeler que nous, dans les Bouches-du-Rhône, pour le 8 mars, on appelle à un rassemblement devant le MEDEF à 11h30. Donc à ne pas oublier que la journée des femmes est une journée importante de mobilisation et que si on rattrape les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, ça fera du bien aux cotisations sociales, notamment. Donc je passe la parole à Amar aussi sur le sujet. Ouais, mais juste très rapide. Après, effectivement, les chiffres que tu annonces, c'est lié. Il faut, je pense, les regarder avec un regard aussi de notre côté à nous, parce que c'est les chiffres qui sont donnés par le patronat. Tu l'as rappelé toi-même, pendant la période, les femmes subissent pendant des années, voire toute leur carrière, au bas niveau. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a plus de femmes et avec un salaire plus élevé. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder. Moi, je pense qu'il faut... Virginie, tout à l'heure, l'avait dit, on a une orientation de 300 € d'entrée de jeu pour toutes et tous, avec un 32 heures, ce qui permet d'éviter ce que subissent malheureusement aujourd'hui les femmes, parce que pour l'instant, les seules perdantes aujourd'hui sont les femmes dans la grande distribution. Temps partiel imposé, carrière hachée, pas de reconnaissance, et voilà... vous le savez mieux que moi, c'est pour ça qu'on doit se battre sur cette question-là pour éviter, Marc l'a dit, voilà, il faut qu'on arrive à la retraite, qu'on ne se débat pas, qu'on nous donne 300 ou 500 € pour aller à la retraite. Moi, je pense que la question des salaires doit être une priorité pour notre organisation, et c'est pour ça que je dis, je fais attention. Quand le MEDEF me dit, voilà, vous savez, dans cette catégorie, les femmes sont mieux payées que les hommes, je dis, il faut tout regarder, ça c'est trop facile. Ils sont plus précaires que les hommes pendant toute leur carrière. Voilà, je pense qu'il faut retourner la situation, il faut se battre. Sur la question du 8 mars, tout simplement, on a décidé, nous, en termes de solidarité, et je vais conclure sur ça, de travailler avec les camarades de Cuba. On a décidé de lancer une grande action parce que, aussi en France, même s'il y a une précarité, les femmes à Cuba aujourd'hui, elles souffrent. Elles souffrent, manque de vin avec un cause de l'embargo. Et on a décidé de lancer une grande initiative, solidarité des travailleurs français, des travailleuses cubaines, pour les aider à s'en sortir un peu mieux. Nous avons travaillé avec le syndicat du commerce de Cuba. L'idée, c'est de récolter le maximum, ce qu'on appelle de produits de nécessité, parce qu'aujourd'hui, tous ces produits à Cuba, il y a un veto. Voilà, pour nous, ça nous paraît normal. On peut acheter ça en pharmacie, voilà, mais les femmes encore là-bas, à Cuba aujourd'hui, elles sont privées de produits de première nécessité. Et aussi la question des produits de première nécessité aussi dans ce pays, qu'on doit revenir sur la TVA, parce que les femmes, encore une fois, le payent une différence et c'est pas normal. Voilà, si on parle de discrimination, toutes ces questions doivent être mises à l'ordre du jour pour qu'on puisse permettre aujourd'hui d'avoir un nouveau choix sociétal. Ce projet-là, on doit le porter collectivement. Ça fera partie des débats de notre prochain congrès. On a essayé d'en travailler. Et moi, je remercie tous celles et ceux qui luttent aujourd'hui. Parce que si on ne lutte pas, voilà, je pense qu'on s'est trompé de combat. Et moi, je vois, quand j'arrive dans un terrain avec les Bouches-du-Rhône, et on rentre dans un syndicat. Ici, là, on est dans les locaux d'un syndicat. Je pense que tout ce que nous... c'est la lutte qui nous a permis aujourd'hui de nous réunir. C'est la lutte des travailleurs de la FAB qui nous a permis de débattre entre nous aujourd'hui ici. On est chez personne, on est dans la CGT,
dans le syndicat. Encore une fois, merci les camarades de la FAP de nous avoir accueillis. Et c'est grâce à cette lutte-là, ça doit nous permettre d'exemple pour d'autres initiatives. Et merci du fond du cœur de cette initiative. Donc, camarades, on va conclure ce débat. C'est Virginie qui va lire les conclusions. Loin des idées reçues qui consisteraient à dire que les groupes de la grande distribution sont en crise, les principaux trusts de ce secteur d'activité parviennent à toujours s'adapter aux différentes situations pour en tirer le plus grand profit possible. Leur attitude pendant la pandémie du Covid-19 en est l'illustration. Camarades de Casino, de Carrefour et de d'autres enseignes nous ont détaillé les richesses cumulées par ces multinationales capitalistes et l'agilité de ces groupes pour capter le capital. Pour cela, ils utilisent toujours les mêmes recettes. Pression sur les différents gouvernements pour obtenir des normes et une législation qui va les placer en position de force par rapport à toute forme de concurrence. Pour cela, ils vont soit imposer une batterie de normes, non pas pour protéger le consommateur ou le travailleur, mais bien pour que les concurrents les plus faibles ne puissent pas s'adapter à la nouvelle législation. Dans un deuxième temps, une fois la concurrence éliminée, il ne reste plus qu'à supprimer ces normes sanitaires, sociales, environnementales pour accroître les bénéfices. Ces arrangements législatifs vont aussi leur permettre de dicter leurs lois aux producteurs, aux consommateurs et aussi, bien sûr, aux travailleurs de ces secteurs. La grande distribution est un secteur où le patronat manie sans complexe la menace sur l'emploi et le maintien des activités. Ces groupes mettent la pression et obtiennent sans difficulté de l'argent public, des exonérations en échange de vagues promesses d'embauche. Utilisation des nouvelles technologies pour rentabiliser au maximum la moindre minute de travail aux dépens de l'emploi, de la santé, des salariés. Mais aussi l'utilisation de ces nouvelles technologies pour enchaîner les clients à un nouveau mode de consommation en détruisant petit à petit tout esprit critique et toute possibilité de faire d'autres choix. Face à cela, notre action en tant que syndicat plaçant l'intérêt des salariés au-dessus de tout est devenue primordiale. Même si nous allons devoir affronter des forces surpuissantes, la riche histoire de la CGT a prouvé qu'aucun combat n'était perdu d'avance et qu'en mobilisant les salariés sur des projets et une stratégie intelligible, il est possible de renverser les montagnes. Aujourd'hui, nous portons le projet de réappropriation collective de la grande distribution. Il ne s'agit ni plus ni moins que la réappropriation par les salariés, les producteurs et les consommateurs d'un outil économique de production majeur. Il s'agit dans ce projet de mettre des règles pour que du producteur au consommateur, en passant par les diffuseurs, chacun puisse vivre dignement de son travail sans que l'un des acteurs de la chaîne ne se retrouve floué par un autre intervenant de la chaîne de production et de consommation. Il s'agit de créer, dans un pays riche comme la France, un pôle de production qui permettrait à chaque personne d'avoir accès à de la nourriture et des produits de qualité à un prix raisonnable. Pour cela, il faut que l'État intervienne pour normaliser et rendre équitables les liens entre les producteurs, les revendeurs, les salariés de ce secteur d'activité et les consommateurs. Concernant en particulier la question alimentaire, il conviendrait d'abord d'augmenter de manière significative et régulière les salaires ainsi que les minima sociaux, mais encore de fixer à des prix maximum pour que chacun puisse se nourrir sans être contraint d'aller à la soupe populaire. La réappropriation collective de la grande distribution doit être un outil concret pour faire progresser les revendications portées notamment par la Fédération en matière d'emploi, de qualification, de conditions de travail, de techniques, de rémunération. Notre projet et nos revendications sont à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui. Nous en sommes conscients. Mais en cela, nous reprenons le riche héritage de notre organisation qui a toujours supporté des projets de rupture pour imposer le progrès social. Camarades, merci à tous pour votre attention, vos questions et votre participation au débat. Donc voilà, le débat se clôture, mais ce n'est qu'une première étape dans la concrétisation de ce projet très ambitieux.